En 2017, le New York Times révèle l'existence d'un programme secret du Pentagone. C'est l'ATIP, qui est dédié à l'étude des phénomènes aériens non identifiés. Budget 22 millions de dollars. La durée, du mois au départ, était de 5 ans. Résultat officiel, à ce jour, rien de concluant. Est-ce qu'on nous joue de la flûte? C'est ce que nous allons voir. Poursuivons en 2020. La Navy classifie 3 vidéos. Les fameuses vidéos infrarouges montrant des objets au comportement impossible selon notre physique. Le Pentagone confirme l'authenticité. La conclusion officielle est limpide. Phénomène non identifié. On en profite d'ailleurs pour renommer OVNI comme PAN, peut-être par souci cosmétique ou justement parce qu'on nous joue de la flûte. 2023, David Grush, officier de renseignement américain, décoré plusieurs fois, habilité au plus haut niveau d'accréditation, témoigne sous serment devant le Congrès que les États-Unis posséderaient des matériaux d'origine non humaine et que des programmes de rétro-ingénierie existent. Réponse du système, on va enquêter. Et puis encore une fois, rien. Ou plus exactement, le cycle recommence. Un témoin crédible parle, les médias couvrent, le public s'agite, les institutions temporisent, dans le meilleur des cas, et tout le monde retourne dormir. Ça fait à peu près 80 ans que ça dure, et je ne compte pas les siècles précédents, puisqu'il y aurait beaucoup à dire sur la théorie des anciens astronautes, mais ça fera l'occasion d'un podcast dédié. Toujours est-il que 80 ans de rapports, de commissions, de fuites, d'observations, de déclassification partielle et autant de témoins n'ont jamais apporté aucun consensus, pas un seul. Bon, bien sûr, il y en a toujours pour croire à l'hypothèse psychosociale, mais ceux-là sont irrattrapables. Donc la question n'est plus est-ce que les ovnis existent. Cette question est réglée depuis bien longtemps pour quiconque a passé plus de 20 heures sur le dossier. La vraie question c'est pourquoi personne ne comprend vraiment le phénomène. En fait, c'est à se demander si le problème n'est pas le manque de preuves, mais le fait que nos outils, nos méthodes, y compris scientifiques, et nos cadres de pensée, sont structurellement incapables de traiter ce qu'ils observent, car trop rigides. C'est le programme d'aujourd'hui, et c'est ce qu'on va explorer. Nous devons interrompre notre édition. On nous fait part d'une menace visant à rendre public des documents officiels longtemps tenus secrets. Est-ce qu'ils sont humains? Non. Il y en a d'autres, tu penses? Les gens ont droit à la vérité. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout révéler au monde entier, une fois pour toutes. Alors, il n'y aura pas de retour en arrière. Demain ne ressemblera à aucun autre jour. La première chose que remarque l'observateur perspicace quand il étudie le phénomène OVNI sur la durée, pas 20 ans, pas 50, mais des millénaires, c'est qu'il change de visage. Dans les Védas, on parle des Vimana, des chars célestes pilotés par des êtres divins. Dans la Bible, Ézéchiel décrit sa roue dans la roue, accompagnée d'êtres à 4 faces. C'est le fameux tétraman. Au Moyen-Âge, les chroniques européennes documentent des nefs volantes et des globes de feu dans le ciel. Et je ne compte pas les nombreux témoignages d'historiens comme Tacite ou Suétone qui racontent des batailles où les soldats ont vu quelque chose dans le ciel. Et puis 1947 arrive. Kenneth Arnold observe 9 objets brillants au-dessus du mont Rainier. Il les décrit comme se déplaçant à la manière d'une soucoupe qu'on ferait ricocher sur de l'eau. Il n'en fallait pas moins pour que la presse titre Flying Saucers. Et c'était parti. Pendant 30 ans, les gens voient des soucoupes partout. Sauf qu'à partir des années 80-90, les soucoupes disparaissent. Les témoins commencent cette fois à décrire des triangles noirs, des cylindres, des lumières, des tic-tac, exactement ce que les pilotes de la Navy filmeront 20 ans plus tard.
Alors c'est quoi le mode d'emploi? Deux lectures possibles. La première, la conventionnelle, c'est que les gens projettent sur le ciel des images de leur époque. Les anciens voyaient des anges parce qu'ils pensaient en termes religieux. Nous voyons des vaisseaux parce qu'on pense en termes technologiques. Le phénomène serait alors culturel, circulé, il n'y a rien à voir. C'est la sempiternelle hypothèse psychosociale. Elle est relativement élégante, elle est surtout rassurante, mais totalement insuffisante pour expliquer dans toutes ses dimensions le phénomène. Mais nous y reviendrons. Sinon, deuxième lecture, et c'est celle qui dérange, le phénomène lui-même adapte sa forme au cadre de référence de l'observateur, de sa conscience. Il ne se contente pas d'exister, il se met en scène et joue, quelque part, avec les angles morts de notre conscience. Jacques Vallée, astrophysicien, informaticien, l'un des rares chercheurs à avoir traversé les décennies sans perdre sa rigueur ni sa curiosité, a été le premier à formuler cette hypothèse clairement. Le phénomène OVNI se comporte comme un système de contrôle. Il ajuste ses manifestations pour produire un effet précis, à un instant précis, sur la conscience du ou des témoins, tout en restant juste au-dessous du seuil de preuve irréfutable. C'est ce qu'on appelle la plausible déniabilité plausible. Chaque observation est suffisamment forte pour transformer le témoin dans sa psyché, mais toujours suffisamment ambiguë pour être rejetée par les tiers, le consensus. C'est précis, c'est chirurgical. Prenons un cas concret. Un témoin, appelons X, observe un objet lumineux stationnaire pendant plusieurs minutes. L'objet émet un flash directionnel comme un scan, puis disparaît instantanément, pas de trajectoire de sortie ni de fondu. C'est une coupure nette. Ce fameux individu X filme la scène. La vidéo montre bien l'objet, une lumière, un comportement littéralement atypique. Mais ça ne prouve rien au sens institutionnel avec les lunettes ou le logiciel actuel. Aucun radar n'a en effet été pointé sur la zone à ce moment-là et aucun autre témoin ne s'est manifesté. La vidéo seule reste interprétable dans les deux sens. Pour autant, pour cet individu, Monsieur X, c'est un point de bascule. Pour lui, tout a changé. L'objet n'a pas été juste vu, il y a eu interaction, avec une intention. Et c'est précisément ça que le cadre scientifique classique est incapable de traiter. Un phénomène physique qui semble répondre à l'état psychique de l'observateur. Et c'est là qu'on arrive au premier verrou, le plus difficile et fondamental à comprendre. La méthode scientifique moderne a été conçue pour étudier des objets stables, des objets qui se comportent de la même manière, quel que soit l'observateur, les conditions ou le moment d'observation. C'est le principe de reproductibilité. Si je lâche une pomme, elle tombera à chaque fois, pour tout le monde, dans tous les labos du monde. Mais que fait-on quand on est face à un phénomène qui change de forme, de modalité d'apparition selon l'époque, la culture, semble réagir à votre présence, voire à votre état de conscience, produit des effets physiques mesurables, comme les écho-radars ou les traces au sol, et enfin qui maintient activement un seuil d'ambiguïté à la manière d'une opération d'ingénierie sociale. Eh bien, vous vous en doutez, on ne fait pas grand-chose, en tout cas pas avec les outils actuels. Pas parce qu'ils sont fondamentalement mauvais, ils sont plutôt bons quand il s'agit de mesurer ce qui nous est connu, mais ils ont été forgés dans un paradigme où la conscience de l'observateur n'est pas une variable. C'est un spectateur passif derrière une vitre. Et dans le phénomène OVNI, cette vitre explose littéralement. La conscience de l'observateur fait partie de l'équation. Ce serait comme essayer de comprendre la musique avec un thermomètre. Certes, l'instrument fonctionne, il mesure la température avec précision, mais ce n'est absolument pas l'outil adapté au phénomène qu'on étudie. Et tant qu'on ne reconnaît pas ça, à savoir que notre méthode scientifique a un angle mort structurel, on continuera à tourner en boucle. Encore 80 ans, encore des commissions. Et puis, ça recommencera. À moins que l'on change d'instrument. Le contact à l'échelle mondiale des extraterrestres avec l'humanité se fera s'il vient un jour que la Russie et l'Amérique entrent en guerre.
à un point où ces deux peuples menacent la survivance de la planète. On vient de cartographier en fait le premier verrou, c'est-à-dire la méthode scientifique, qui n'est pas équipée pour un phénomène qui intègre l'observateur et sa conscience dans son équation. Mais à la limite, on pourrait se dire, ok, la méthode scientifique générale a un angle mort, et peut-être que les institutions, elles, et notamment celles qui sont spécifiquement mandatées pour étudier les ovnis, elles doivent bien avoir adapté leurs outils. Et comme vous vous en doutez, eh bien non. C'est peut-être sûrement le point le plus frustrant de tout le dossier. Prenons par exemple les 3 grandes initiatives institutionnelles de référence dans le monde. Le plus connu de tous, c'est le projet Blue Book, qui est un programme officiel de l'US Air Force, qui a commencé en 1952, et qui a analysé plus de 12 000 cas. Résultat, 700 cas classés comme non identifiés, soit environ 6%, ce qui n'est quand même pas négligeable. Conclusion officielle, aucune menace pour la sécurité nationale. Aucune preuve de technologie avancée, et donc aucune preuve d'origine extraterrestre. Le dossier a été clos. Sauf que le comité Condon, chargé de l'évaluation finale, s'est vu révélé comme biaisé dès le départ. Un mémo interne montrait que la conclusion même était écrite avant l'enquête. Le rapport final recommandait l'arrêt des recherches, alors même que certains des scientifiques avaient identifié ces fameux cas inexplicables. Du coup, on n'a pas fermé le dossier parce qu'on avait répondu aux questions, c'est tout l'inverse. On a fermé parce qu'on avait décidé de ne pas les poser. On a eu l'équivalent en France avec le rapport Cometa en 1999, qui était rédigé par des généraux, des ingénieurs aussi et des hauts fonctionnaires. Et la conclusion, là, fut sans ambiguïté. L'hypothèse extraterrestre a été notée comme la plus probable. Et le rapport va même plus loin puisqu'il recommande une prise en charge sérieuse au niveau étatique. La réception publique et même diplomatique fut quasi nulle. Le rapport n'a généré aucune suite politique, aucune commission parlementaire, bref, rien. Et pourtant, en France, nous sommes l'un des seuls pays qui dispose d'un organisme public dédié au sujet, à savoir le GEPAN. Et ce GEPAN, créé en 1977 sous l'égide du CNES, est une exception française. C'est bien une cellule officielle rattachée à une agence spatiale qui collecte et analyse des témoignages. Sur le papier, c'est très séduisant. Malheureusement, en pratique, le GEPAN souffre de nombreux biais et fonctionne avec un budget dérisoire. En plus, leur grille d'analyse se limite à 2 issues possibles pour les cas qui nous intéressent, identifiés ou non identifiés. Il n'y a pas de 3e catégorie pour phénomènes récurrents associés à un témoin spécifique, par exemple. Il n'y a pas de protocole pour étudier une catégorie dont je vais parler après, les témoins d'observations multiples. Je ne parle même pas de la variable conscience qui ne figure pas dans la fiche de signalement. Attardons-nous un instant sur les témoins d'observations multiples. Dans la logique institutionnelle, un témoin qui rapporte une observation unique est un témoin. Mais par contre, un témoin qui en rapporte 10 ou plus est littéralement un suspect. La récurrence, au lieu d'être traitée comme une donnée supplémentaire, potentiellement la plus riche, est traitée comme un indice de fraude, voire de pathologie. C'est un biais statistique classique, mais appliqué de manière absurde. Imaginez un médecin qui dirait « J'ai un patient qui revient chaque mois avec les mêmes symptômes. » C'est forcément un hypocondriaque. Car un vrai malade ne reviendrait pas si souvent, se dit-il. Vous avouerez que c'est complètement aberrant. Et c'est pourtant la logique qui est appliquée aux témoins récurrents d'OVNI. Or, ces repeaters, comme on dit en anglais, sont précisément les cas les plus intéressants. Précisément parce qu'ils permettent quelque chose que l'observation ponctuelle ne permet pas. La comparaison longitudinale, à savoir que plusieurs événements qui impliquent un même témoin dans des contextes différents est la base de toute étude de cas sérieuse en médecine, en sciences, en criminologie, mais en ufologie, curieusement, ou pas d'ailleurs, c'est un motif d'exclusion. Et ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de présupposé. Le présupposé étant que l'observation
OVNI, standard, est un événement ponctuel, isolé, accidentel. Et si c'est plutôt une relation récurrente, sélective, voire évolutive, alors toute la méthodologie classique s'effondre. Et cette méthodologie s'effondre car la conscience du témoin est une variable clé déterminante. Ce qui nous amène au troisième verrou. Mais avant d'y arriver, je veux souligner quelque chose qui me semble critique, littéralement critique, et qu'on formule trop rarement. On parle souvent de science moderne, comme si c'était le sommet de notre capacité à comprendre le réel. Et dans un sens, cela est en partie vrai, jusqu'à preuve du contraire. On a découvert l'ADN, on a envoyé des robots sur Mars. C'est spectaculaire, mais on est probablement à l'âge de pierre, en termes de connaissances. D'ailleurs, en termes de méthodologie fondamentale, la science moderne opère encore avec un postulat vieux de 4 siècles, le dualisme cartésien. D'un côté, la matière, mesurable, quantifiable, de l'autre, la pensée, la conscience, le vécu subjectif, peu importe comment vous l'appelez. Et la décision méthodologique de Descartes à l'époque, je considéré comme géniale, a été de dire on ne s'occupe que de la matière. Et on met la conscience de côté. 4 siècles plus tard, on en est toujours là. La conscience n'a toujours pas de place dans nos modèles physiques. On ne sait pas ce qu'elle est. On ne sait pas où elle siège. On ne sait pas comment elle émerge, si tant est qu'elle émerge de quoi que ce soit. Alors quand un phénomène OVNI se présente et qui semble dépendre de la conscience de l'observateur, modulant son état psychique, avec sélection de témoins, qui se module en fonction de son état psychique, qui produit des effets subjectifs aussi puissants que ses effets physiques mesurables, nos institutions sont structurellement démunies. Précisément parce qu'elles héritent d'un paradigme qui a décidé il y a 400 ans que ce type de phénomène ne pouvait être étudié. Il y a une question qu'on évite presque toujours dans le dossier OVNI. Une question gênante parce qu'elle touche à quelque chose d'intime. Cette question, c'est pourquoi certaines personnes voient des phénomènes et d'autres n'en verront jamais. Je ne dis pas pourquoi certains y croient. Ça, c'est de la sociologie. Je parle de quelque chose de plus fondamental. Dans un même environnement, à un même moment, certaines personnes peuvent percevoir un phénomène aérien anormal. Et d'autres à côté n'y verront que du feu. Dans la littérature ufologique, ce phénomène est documenté depuis des décennies. Alan Hynek du projet Blue Book aussi, et les enquêteurs de terrain le savent. Il y a des témoins récurrents, une minorité, qu'on appelle les repeaters. Ensuite, il y a les témoins, je dirais, one-shot, et enfin, la grande majorité des gens qui ne verront jamais rien, quand bien même ils camperaient sur un hotspot pendant un mois. L'explication conventionnelle se base sur l'attention sélective. Consiste à dire que les gens qui s'intéressent aux ovnis regardent le ciel plus souvent. Ils voient donc plus de choses. Ça semble logique et vérifiable. Mais c'est partiellement vrai, car ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas, par exemple, pourquoi certains témoins qui n'avaient aucun intérêt pour le sujet avant leur première observation sont touchés par le phénomène. Autrement dit, c'est bien le phénomène OVNI qui semble chercher le témoin plutôt que l'inverse. Ceci dit, ça n'explique pas la corrélation la plus troublante du dossier. Les témoins d'OVNI, en particulier les témoins d'observation multiples, présentent une fréquence anormalement élevée de facultés psychiques, comme la télépathie, la précognition, le remote viewing. C'est tout sauf anecdotique, c'est statistique. Le projet Stargate, dont j'ai fait une émission il n'y a pas longtemps, a démontré que le remote viewing produit des résultats bien au-dessus du hasard dans des conditions contrôlées de tests. 20 ans de recherche financés par la CIA, des protocoles en double aveugle et des résultats publiés dans des revues à communauté de lecture ont conclu que l'effet était réel et reproductible. Or, ce qui est remarquable, c'est que plusieurs des meilleurs remote viewers du programme, Stargate, comme Ingo Swann ou McMonigal, étaient également des témoins récurrents de phénomènes anormaux, comme le phénomène OVNI. Ingo Swann, en particulier, a décrit des observations d'OVNI et des interactions avec des entités non humaines, et ce, bien avant que la CIA fasse appel à lui. Et d'un point de vue métaphysique,
même physique, comment interpréter cela? Une piste, spéculative mais cohérente, vient des travaux sur la conscience filtrée. L'idée déjà formulée par Henri Bergson au début du 19e, puis reprise par Aldous Huxley, c'est que le cerveau n'est pas un générateur de conscience, mais plutôt un filtre. Il ne produit pas la réalité, il la compresse en un format exploitable pour la survie biologique. Dans ce modèle, la conscience normale est une fenêtre étroite, sur un spectre beaucoup plus large. Les facultés psy ne sont pas des super-pouvoirs ajoutés, sont les conséquences directes de l'élargissement de la bande passante de traitement, du spectre interprétable. Si c'est le cas, alors la sélectivité des témoins s'explique bien différemment. Ce ne sont pas des gens qui hallucinent, ce sont des gens dont la perception est plus fine, plus perméable. Ils perçoivent une portion du réel que le filtre standard bloque chez la plupart des individus. Et le phénomène ovni, dans cette lecture, n'est pas quelque chose qui arrive aux témoins, c'est quelque chose qui est peut-être déjà là, et que seuls certains, par leur canaux de perception singuliers, sont capables de capter. Et si cette hypothèse tient, même partiellement, les conséquences sont assez vertigineuses. Premièrement, cela signifie que le phénomène ovni n'est peut-être pas si rare que cela. Il est simplement filtré. La rareté n'est pas dans le phénomène, elle est dans notre capacité à le percevoir ou non. Deuxièmement, ça signifie que l'étude du phénomène ne peut pas faire l'économie de l'étude du témoin. Son état de conscience, son profil neurologique, ses facultés psy ne sont pas du bruit, ce sont des variables déterminantes. Et enfin, troisièmement, ça implique que la frontière entre observateur et observé, entre observateur et phénomène, n'est peut-être pas vraiment une frontière, mais plutôt un continuum. Et c'est précisément ce qui rend le phénomène si insaisissable à ce jour, pour une science en tout cas qui est fondée sur la séparation stricte entre le sujet et l'objet. I spent 20 years working in the U.S. intelligence community. I worked on highly classified UAP programs for the government as a senior scientist. We have been discovered by an intelligence from some other part of the universe. They are here. This is real. It's happening now. If I were a species from somewhere else who saw how we were coming up this curve of, atomic energy and nuclear energy, and then began to realize what it takes to do their kind of technologies with warping time and warping space and so on. I could imagine that could be seen as a threat to another species because they would recognize that, it's only a matter of time and they're going to be doing what we're doing and then we're going to have to deal with them. So it doesn't surprise me that their highest priority would be to identify what threats they might face and learn everything about them. This pattern of activity seems to me utterly logical. It seems to me to be an extension of the evolutionary process that governs life writ large as we know it, which is self-preservation is number one. Face à l'inconnu, le cerveau humain fait toujours la même chose. Il cherche un cadre narratif, un récit qui tient debout, quelque chose qui transforme le chaos en sens. Et dans le dossier OVNI, de nombreux récits stéréotypés se sont imposés avec le temps. Je vous en présente 3 aujourd'hui, dont un, le dernier, qui est assez peu commun. Bref, 3 grilles de lecture, mais aussi 3 potentiels pièges. Le récit qui a eu la cote, surtout dans les années 60-70 jusqu'à 80, c'est le fameux récit Tol et Boulon. Ça a été longtemps le récit dominant dans la culture populaire, où les ovnis sont simplement vus comme des vaisseaux spatiaux. Ils viennent d'une autre planète, ils sont pilotés par des êtres biologiques, en tout cas extraterrestres. Leur technologie est en avance sur la nôtre, et de loin, mais cela reste de la technologie. Ce récit a un avantage énorme, il est rassurant. Il est, j'allais dire, anthropocentré, car il reste dans un cadre matérialiste pur. Il ne remet rien en question, sauf la question « sommes-nous seuls dans l'univers ?» Et même la réponse à cette question ne change pas fondamentalement notre vision du monde. Elle l'élargit sans la détruire. Le problème fondamental, c'est que
Surtout au vu des dernières observations et des révélations du Pentagone, ce récit n'explique rien dans la totalité que l'on décrit aujourd'hui. Par exemple, pourquoi le phénomène change de forme? Pourquoi il sélectionne des témoins particuliers? Pourquoi la corrélation psy? Et quid de l'ingénierie sociale? Bref, un vaisseau interstellaire n'a pas besoin de tous ces paramètres et de s'adapter en permanence au folklore local, comme par exemple dans le cas de Valençol. Inutile de nous attarder, nous savons que ce récit est désormais dépassé. En deuxième position, nous avons le récit préféré des milieux spirituels, à savoir que le phénomène ovni serait une pédagogie cosmique. Les entités qui se manifestent seraient bienveillantes ou au moins neutres. Elles seraient là pour nous éveiller ou tester notre conscience, voire à préparer l'humanité à un saut évolutif. Et dans ce cadre-là, le témoin est une sorte d'élu, quelqu'un de particulier choisi pour une mission. Ce récit a beaucoup d'avantages. Il donne du sens, il transforme l'expérience, souvent en déstabilisante, parfois terrifiant, en parcours initiatique, gratifiant et structurant. Problème, c'est aussi exactement ce qu'un système de contrôle manipulateur pourrait produire. Si le phénomène adapte sa manifestation au cadre psychique du témoin, et on a vu que c'est le cas, alors un témoin en quête de sens recevra ce qu'il cherche. Vous l'avez compris, ça ne prouve absolument pas que l'intention est bienveillante, ça prouve seulement que le système est adaptatif. Nous arrivons au troisième récit, troisième scénario, qui est aussi le moins commun, et d'ailleurs le plus inconfortable de tous, car le plus froid et amoral, tout en restant hautement probable. Il dit ceci: et si le phénomène n'avait aucune finalité bienveillante? Que le témoin n'était pas un élu, mais une ressource, un actif. Et si l'éveil, les facultés psy, la prise de conscience, tout ça n'était qu'un corollaire, une scorie, un sous-produit non désiré d'un processus dont la finalité nous échappe complètement. Il y a une bonne métaphore pour ça, brutale mais parlante, c'est celle du bétail. Le bœuf, charolais, ne sait pas qu'il a été sélectionné pour le rendement en viande. Il vit sa vie de bœuf en ignorant la finalité. Il ne conceptualise même pas l'existence de l'éleveur. C'est inconfortable, c'est humiliant, mais c'est peut-être l'hypothèse la plus honnête et la plus économe épistémiquement parlant. La vraie question demeure: qui est prêt à intégrer cette éventualité brute? Sûrement pas plus qu'une poignée de personnes, tellement ce récit est sombre, amoral et potentiellement hautement paranoïaque. Je viens d'énumérer 3 récits, 3 hypothèses parmi de multiples scénarios, mais gardez bien en tête que notre besoin de narration nous piège dans des cadres toujours trop étroits. On choisit un récit, on filtre les données qui le confirment, on écarte celles qui le contredisent et on appelle ça comprendre. Mais comprendre un phénomène qui déborde toutes nos catégories, ça demande autre chose. Ça s'appelle le courage, qui demande de supporter l'inconfort de ne pas savoir, l'humiliation d'être éventuellement juste une ressource et de continuer à chercher quand même bien même cela ne déboucherait sur rien. Alors continuez à chercher, explorez les hypothèses, tout en conservant une espérance ferme en un avenir meilleur pour l'humanité. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous, partagez et surtout gardez l'esprit ouvert et le filtre critique activé. La vérité n'a jamais été réconfortante. Elle ne prend pas l'ascenseur, elle prend les escaliers. It's a joke. It's all a joke.